Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Mirdita, bonjour en albanais, puisque c'est en Albanie que nous démarrons ce Breton d'ailleurs consacré à deux pays des Balkans, l'Albanie donc et le Monténégro. Je me trouve d'ailleurs à côté d'un lac qui est à cheval entre ces deux pays, le lac Shkodra, comme on dit en albanais, ou Skadea, comme on dit en monténégrin. On commence donc par l'Albanie. Vous allez le voir, un pays en pleine expansion, où il y a de plus en plus de touristes et où nous avons rencontré 3 Bretons. Puis nous poursuivrons au Monténégro, où pour la première fois de l'histoire de Breton d'ailleurs, nous avons rencontré un prince breton héritier du Monténégro. Vous allez le découvrir. Allez, c'est parti! Descendons de ce fort ottoman du XVIe siècle, témoin du passage et de l'influence des Turcs durant 5 siècles, pour plonger dans ce pays à peine plus grand que la Bretagne, mais qui n'en partage pas la physionomie. Recouvert aux 3/4 par des montagnes, ce territoire compte quelques 3 millions d'habitants, qui, pour la plupart, se déclarent musulmans, mais peu pratiquants. Une conséquence d'une histoire douloureuse avec les Ottomans, et des 45 années de dictature communiste sous la férule d'Enver Hoxha, qui fit de l'Albanie le premier pays athée du monde en 1967. Depuis 1990 et la chute du communisme, la religion, ou plutôt les religions, sont à nouveau autorisées, puisqu'on dénombre également ici des catholiques et des chrétiens orthodoxes. Ils disposent de magnifiques monastères, comme celui d'Ardenitsa, chef-d'œuvre du XIIIe siècle décoré de fresques du XVIIIe, où le héros de la nation et de l'indépendance, Skanderbeg, s'est marié au XVe siècle. C'est à lui que les Albanais doivent leur drapeau, cet aigle noir à 2 têtes sur fond rouge, que Georges Castriote, son autre nom, aurait brandi en remportant ses victoires pendant 25 ans contre les Ottomans. La réputation de Skanderbeg fut telle que Vivaldi composa un opéra en son honneur. Même s'il offrit l'indépendance à l'Albanie, la résistance farouche de Skanderbeg face aux Ottomans compta aussi quelques revers. Ce fut le cas à Berat, après le siège de cette ville byzantine, serbe puis ottomane. Fortement influencée par ces 3 cultures, la cité baptisée la ville aux 1000 fenêtres, classée depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, possède un riche patrimoine culturel. Une imposante citadelle, des églises byzantines, des minarets, de jolies ruelles pavées et une vue époustouflante sur la vallée. Nous reprenons la route pour nous diriger vers la capitale, Tirana. Et ce qui surprend, c'est le nombre de Mercedes que nous croisons. De tous les modèles et de toutes les époques, en général bien entretenus. Il faut dire que les lavages, avec un Z ici, ne manquent pas, tout comme les vendeurs de pièces de rechange. Si l'Albanie est connue pour avoir un parc automobile très bien entretenu, c'est que le pays dispose d'un contrôle technique parmi les plus pointilleux d'Europe. Et ce n'est pas le seul domaine où l'Albanie est en pointe. Elle est aussi, on le sait moins, concernant les documents d'identité biométrique, parmi les plus sûrs du monde. Et c'est une entreprise, en partie française, qui s'en occupe, Aleat, dont le patron est un Malouin. Nous le rencontrons à Tirana, au sein de cette joint venture américano-franco-albanaise ultra sécurisée, qui compte, parmi ses clients, le FBI, Interpol et plusieurs gouvernements. À la tête d'une équipe de 500 personnes, Jean-Alain Jouan nous éclaire sur cette activité ultra sensible.
Notre domaine était plutôt à l'origine dans le domaine de l'investigation, de la police, empreinte digitale. Et tout ceci s'est complexifié, a été utilisé de plus en plus. Et on a développé des produits, des systèmes, des logiciels informatiques capables de traiter des empreintes, une empreinte donnée dans une base de données énorme, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard de données. Et le passeport biométrique albanais fait partie des 5 plus sécurisés au monde. Et petite remarque, ici en Albanie, les citoyens disposent d'une carte d'identité biométrique, chose qu'on n'a encore pas en France. Mais la France sera bientôt le premier pays européen à utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à des services publics en ligne. Preuve que la technologie française est à la pointe dans ce domaine. Et c'est ce savoir-faire français qui a été choisi par l'Albanie en 2008 dans un contexte de transparence et de sécurité accrue. 2008 était une année charnière parce qu'en 2009, il y avait des élections. Et le gouvernement en place depuis 2005 s'était engagé auprès de la communauté internationale à organiser des élections un peu plus justes qu'auparavant. Mais pour qu'elles soient justes, ce n'est pas suffisant mais c'est nécessaire, il fallait des documents d'identité fiables, qu'on ne puisse pas emprunter l'identité de tel autre citoyen, comme c'était peut-être un peu le cas auparavant. En Albanie, il y a environ 2,8 millions d'habitants qui vivent en Albanie, mais dans l'état civil, il y a plutôt 4,2 millions, 4,3 millions de citoyens albanais qui sont dans la base de l'état civil. Et grâce au passeport biométrique, les États membres, l'Union européenne et les États membres ont validé la possibilité aux citoyens albanais de voyager librement grâce à ce passeport, chose qui n'était pas arrivée depuis 45 ans. Et là, subitement, grâce au passeport biométrique d'Aléat, on pouvait aller quand on voulait à l'étranger. Et de fait, les Albanais fuient en masse leur pays, l'un des plus pauvres et des plus corrompus et mafieux d'Europe, pour aller bien souvent en France. Quant à Jean-Alain Jouan, lui, il retourne régulièrement en Bretagne, un vrai port d'attache pour ce voileux bretonnant. Oui, j'étais bretonnant jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, à partir de 20 ans, je suis allé faire mes études en France, enfin à Paris. Et là, j'ai un peu perdu mon breton et je comprends, mais je parle plus comme je le faisais. J'ai appris le breton presque avant le français quand j'étais petit par ma grand-mère, puisqu'on vivait dans une ferme. Et donc, dans les fermes, il fallait absolument parler breton. Sinon, on n'était pas breton, on n'était pas considéré, quoi. Ici, malgré le beau climat, l'infrastructure du pays n'est pas encore en place pour faire du bateau, pour faire de la voile. Difficile de naviguer donc en Albanie, et même de circuler à Tirana. Mais on peut pédaler, en revanche, grâce au vélo en libre service. Certes, les 45 années de communisme ont laissé des traces profondes, mais l'ubérisation est bien en marche dans cette capitale de 800 000 habitants. Pour avoir le meilleur aperçu de cette période, une visite du Bunker Art s'impose. Ouvert au public en 2016, ce vestige de la guerre froide, qui n'a jamais servi, offre une immersion dans l'Albanie d'Enver Hoxha. Terminé en 1978 et composé de plus d'une centaine de pièces, dont des chambres à coucher garnies et une salle de réunion de 200 places, ce gigantesque bunker antinucléaire secret est un parfait exemple de la paranoïa de ce régime ultra-répressif et de son dictateur. Il fait partie du vaste programme de bunkérisation mené de 1975 à 1983, qui vit émerger des dizaines de milliers de bunkers à travers le pays. Des bunkers censés protéger les habitants de cette Albanie alors coupée du monde, après le divorce avec les Russes et la sortie du pacte de Varsovie dans les années 60, suivi de la rupture avec la Chine maoïste dans les années 70. Après Bunker Art 1, le visiteur peut enchaîner avec Bunker Art 2, consacré aux victimes de la terreur communiste et installé dans l'ancien abri anti-atomique du ministère de l'Intérieur. Sur la place centrale de Tirana, la place Skanderbeg, qui mêle architecture fasciste et esthétique soviétique. Entourée de la statue du héros éponyme, la mosquée Etem Bey, la tour de l'horloge,
le Palais de la Culture et le Musée national historique et sa célèbre fresque. D'autres fresques enfantines nous attendent un peu plus loin, à l'École française internationale de Tirana. Un établissement qui compte une centaine d'élèves de 3 à 16 ans, dont 60% d'Albanais. Nous y avons rendez-vous avec d'autres Bretons. Toute une famille morbihanaise. Arnaud, le directeur de l'école, Nadia, son épouse enseignante, et 2 de leurs 3 filles, Nora et Ayana. Ils nous racontent leur expérience albanaise. Donc j'étais dans la marine pendant 19 ans et j'ai déjà beaucoup bougé avec la marine. On habitait à Tahiti ensemble. Notre première fille Nora est née là-bas. Au retour, on est reparti en Angleterre. Et après, je voulais quitter pour avoir une vie de famille et je cherchais une reconversion où on pouvait bouger encore à 2, ou en famille à l'étranger. Et c'est là Nadia qui m'a dit de passer le concours de professeur des écoles. Et puis après 3 années d'enseignement en France, à nouveau on s'est demandé mais où est-ce qu'on peut aller maintenant, et on a commencé à postuler pour des postes à l'étranger. Et puis au fur et à mesure des entretiens, c'est l'Albanie qui a commencé à se dessiner. Donc on a commencé à se renseigner sur le pays et puis on a fait un conseil de famille, plusieurs discussions et puis nous voilà arrivés en Albanie quelques mois plus tard. Les gens sont très accueillants, sont très sympathiques, ils veulent toujours nous faire découvrir leur pays. En fait, ils connaissent l'image qu'a l'Albanie à l'étranger. Et justement, ils veulent montrer qu'on est très loin de cette image-là. C'est beau, c'est très beau. Les gens sont très accueillants, chaleureux. Mais c'est très pollué. Il y a beaucoup de déchets. Mais c'est beau. Il y a beaucoup d'animaux errants. Des chiens et des chats. Mais c'est joli comme pays. Au niveau musical, c'est vrai qu'au début, ça nous a assez marqué. On s'est dit, tiens, on a l'impression d'être en Bretagne, les sons ressemblaient. On a fait un feshnoz d'ailleurs ici. Il y a eu des feshnoz qui ont été faits ici, ouais. Et donc il y a vraiment des similitudes avec la... Il y a un instrument, des fois on se disait que ça ressemblait un peu au son du biniou. Ouais. Et puis il y a la clarinette albanaise qui fait un peu penser à notre bombarde. Donc il y a quand même des similitudes. Cette proximité entre les musiques et les folklores des 2 pays, c'est notre prochaine Bretonne, une Finistérienne, qui en parle le mieux. Et pour cause, c'est grâce à elle que des fest-noz ont été organisés à Tirana. Il s'agit de la première conseillère de l'ambassade de France en Albanie, Isabelle Le Guellec. Elle nous reçoit chez elle, au sommet d'un immeuble qui offre l'une des plus belles vues sur la capitale albanaise. Alors, c'était encore mieux que ce que j'attendais. En fait, quand je suis arrivée ici, je me suis beaucoup baladée dans la ville et puis après dans le pays. Ça fait 3 ans que je sillonne un peu l'Albanie dès que j'en ai l'occasion ou dès que j'ai de la visite avec des amis ou de la famille. Et vraiment, j'aime beaucoup ce petit pays. Je m'y sens très très bien. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Il y a une grande sécurité aussi dans les rues, à n'importe quelle heure. On sent que les gens sont gentils. C'est un pays vraiment... et puis, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des paysages fabuleux. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment une très, très belle découverte. C'est un pays qui est en plein changement depuis 30 ans. Il y a une évolution depuis 2012-2013, il y a une évolution encore plus impressionnante. Donc moi, je ne connaissais pas avant, donc je découvre. Mais je vois en 3 ans déjà, je vois effectivement, je comprends un peu ce que, même si je n'ai pas vu ces changements, il n'y avait quasiment pas de voiture par exemple il y a 20 ans, et là vous avez certainement testé les bouchons, les embouteillages, voilà. Et parmi les changements, il y a aussi désormais l'organisation annuelle d'un fest-noz à Tirana. Partout où je passe, j'essaie d'amener un petit peu de Bretagne, mais en Albanie, ça a été particulièrement intense ces 2 dernières années, puisque mon frère et mon cousin
enseignent la danse bretonne, tous les deux. On a, au détour d'un repas de famille, lancé l'idée l'année dernière, avant qu'ils ne viennent au mois de septembre l'année dernière, d'organiser un fest-noz à Tirana. Et ce fut chose faite et bien faite parce que ça a été vraiment une première édition fort sympathique. Et cette année, on a fait un fest-noz qui a marché d'enfer. C'était alors toujours au même endroit, sur la terrasse de l'Opéra. Cidre, jus de pomme pur fruit, couignamon et crêpes, et voilà. Et il n'en reste pas une miette. Dans le cadre du même festival, on a fait venir avec l'ambassade, le service culturel de l'ambassade, le groupe Barbaloutique de 4 bretonnes qui chantent essentiellement a cappella. Musique traditionnelle en fait. Donc il y a eu une rencontre avec un groupe polyphonique albanais de 5 hommes qui s'appelle Malacaster, et le mélange était parfait. Il était parfait, c'était vraiment... là on voit un peu ce qui nous lie au niveau musical, et c'est évident. Après Tirana, nous rejoignons un peu plus à l'ouest Durrës, sur la côte adriatique. Durrës, qui, comme la capitale, n'est pas en manque de constructions parfois anarchiques. Façades néoclassiques, immeubles modernes et colorés, façon Mondrian, ou encore architecture fasciste. Comme pour la mairie, qui rappelle que les troupes mussoliniennes ont envahi le pays de 1939 à 1941. Deuxième ville d'Albanie, Durrës est également un important port à containers, qui occupait déjà une position stratégique durant l'Antiquité, sur la route maritime entre Constantinople et Rome. Les traces de cette période sont nombreuses. Voici les anciens thermes romains. Et ici, un amphithéâtre, le plus grand des Balkans, construit au IIe siècle après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Et ses mosaïques du Ve siècle. On retrouve d'autres vestiges romains au musée archéologique de Durrës, et même dans un restaurant, construit sur les fortifications romaines. Outre les Romains, les Byzantins ont laissé ce forum au IVe siècle, découvert en 1986. Et les Vénitiens, eux, ont bâti cette tour. Autant de témoignages des différentes influences et occupations de la cité. On quitte la côte adriatique, direction le Monténégro voisin. 2 fois plus petit que l'Albanie et peuplé de quelques 640 000 habitants. Comme ces 2 pays n'appartiennent pas à l'espace Schengen, ils sont d'ailleurs en attente d'adhésion depuis 10 ans à l'Union européenne, le passage de la frontière est assez long avant d'arriver dans cette jeune république, indépendante depuis 2006 et dernier pays rattaché à l'OTAN, en 2017. Une météo tout aussi incertaine qu'à Durrës nous attend dans la station balnéaire de Budva, principale ville touristique du Monténégro, qui draine à elle seule la moitié du flot annuel de touristes du pays. Cet ancien comptoir grec, au VIe siècle avant Jésus-Christ, devenu romain, byzantin, serbe et vénitien, est tout aussi charmant de jour comme de nuit, grâce à une belle reconstruction après le tremblement de terre de 1979 qui avait largement détruit la vieille ville. Nous poursuivons notre route vers Kotor, le joyau du Monténégro, qui appartenait à la République de Venise du XVe au XVIIIe siècle. Désormais, la ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. On y accède par la porte de la mer du XVIe siècle, restaurée récemment.
et qui porte encore l'étoile soviétique en hommage à la libération de la ville des Italiens par les troupes de Tito le 21 novembre 1944. Au sein de ces fortifications, on tombe nez à nez avec cette horloge du XVIIe, dont le mécanisme date de Napoléon et du temps où ses troupes annexèrent la ville pour quelques années. C'était au XIXe. Tout autour, des édifices de style gothique et baroque à foison, voire de style roman, à l'image de la cathédrale Saint-Tryphon du XIIe siècle, le saint patron de cette cité auparavant très catholique. Aujourd'hui, c'est la religion orthodoxe qui prévaut, comme en témoignent le nombre et la beauté des églises orthodoxes. Les ruelles sont pittoresques et les touristes de plus en plus nombreux. Mais malgré cette pression touristique préjudiciable à la ville, Kotor et le reste du pays continuent de résister à la malbouffe globalisée. Le Monténégro est en effet l'un des rares pays au monde à ne pas connaître d'enseigne américaine de fast-food. Ici, l'ambiance est donc plutôt au slow food et l'on apprécie. L'ancienne cité vénitienne se découvre aussi de plus haut, depuis la route serpentine, dont les points de vue sont impressionnants sur les Bouches de Kotor. Mais pas seulement. Dans les terres, côté montagne, et il y en a beaucoup ici, on découvre que ce pays très vert et arboré abrite pas moins de 10 parcs naturels. Niché dans ce panorama tout en dénivelé, le regard se pose au loin sur Cetinje, le berceau du pays, la capitale du trône, fief de la dynastie Petrović-Njegoš, qui régna près de 4 siècles, dont nous avons retrouvé un descendant dans la capitale actuelle, Podgorica. Nous y avons rendez-vous avec le prince Nicolas Petrović-Njegoš. Il est l'arrière-petit-fils du roi Nicolas, dernier souverain régnant, contraint à l'exil en 1916. Né à Saint-Nicolas du Pélem, en Bretagne, prince par son père, Nicolas Petrović-Njegoš est aussi breton par sa mère, Geneviève Prigent, une résistante écologiste bien connue dans les Côtes-d'Armor. Nous retrouvons cet architecte qui a dû apprendre le monténégrin dans une ancienne résidence de sa famille, devenue le siège de sa fondation. Bienvenue au Monténégro. Enchantée. Une famille qui a dû s'exiler en 1916 à la suite de l'invasion des troupes autrichiennes et qui s'est installée en France. Alors l'histoire est amusante parce que donc mon père était tuberculeux et donc quand il a fini son traitement à Berck-Plage, on lui a conseillé d'aller en Bretagne respirer le bon air des côtes du Nord. À l'époque, ça s'appelait les côtes du Nord. Et donc de l'envoyer à Trévordin, où mon grand-père, le docteur Prigent, avait construit une maison. Et dans le compartiment, à Rennes, monte ma mère qui fait ses études de médecine. Et donc, mon grand-père invite mon père, le prince Michel, à déjeuner. Et donc, à table, ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Et voilà, comme ça, l'histoire a commencé, l'histoire d'amour a commencé. C'était une belle histoire. Comment vous grandissez en connaissant votre ascendance Peu. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés. Moi, j'ai vécu avec ma mère, donc j'ai plutôt vécu la partie bretonne. Hein. Toutes les vacances, c'était à Saint-Brieuc ou à Trévordin. Et puis, j'étais à 68 arts, j'étais aussi très engagé, écologiste, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça me semblait très lointain. C'est comme si on m'avait dit, voilà, tu es descendant du Guesclin. Bon, d'accord. So what? Oui. Donc moi, je travaillais dans mon atelier d'architecte. Un matin, l'ambassadeur de Yougoslavie me téléphone. J'étais vraiment complètement surpris et me dit que le ministre de la Culture du Monténégro voulait me rencontrer. C'était en mai 89. Il me parle d'un projet du gouvernement qui était de rapatrier le corps du roi Nicolas et de mes ancêtres qui étaient enterrés dans l'église russe de Soremo. Et là, c'était la folie. Je dis, dans la capitale, l'ancienne capitale royale de Cetinje, où devaient être enterrés les cercueils, quand ils sont arrivés, il y avait plus de 200 000 personnes. La ville fait 10 000 habitants. La commune fait 10 000 habitants.
Alors, Incroyable. vous imaginez, les gens étaient sur le toit des maisons, dans les arbres, Et vous, abasourdi. avec une ferveur, et moi je me demande, qu'est-ce qui se passe? Et vous étiez Qu'est-ce qui se censé passe parler monténégrin. Alors, retournez-vous, et voilà. Là, c'est la première fois que j'ai parlé monténégrin. Ah, c'est votre premier discours en Mon monténégrin. premier discours en monténégrin. Il y a des points communs Oui, il y a des points ce communs. sang monténégrin et puis ce, Oui, je ce pense sang que, breton. je pense que ce sont des peuples qui ont eu la vie dure. Quand j'étais gamin, on disait oui, les pommes de terre pour les cochons, les épluchures pour les Bretons. Bon, c'est pas pour rien aussi. Et je suis retourné à Saint-Nicolas-du-Pelem il y a 2 ans. D'ailleurs, la réception était touchante, émouvante. On était tellement bien reçus. Et donc, j'ai aussi, parce que je connaissais le côté riant de la Bretagne, les vacances au bord de la mer, la côte de granit rose, le bateau, la pêche à la crevette, enfin tout ça, c'était formidable. Et puis, bon, ce sang, ce crèse-braise, ce sang de la Bretagne est quelque chose aussi de très, très attachant, où on sent la même émotion qu'ici au Monténégro, une sorte de spiritualité cachée dans la nature, comme ça. Il y a un monde un peu secret, comme ça. Et ça, je ressens pas mal de proximité. J'ai vraiment des très, très beaux souvenirs de mon enfance. J'ai eu une enfance merveilleuse grâce à la Bretagne. Et voilà, on se quitte sous la pluie et dans le vent. Ça arrive ici aussi au Monténégro, c'est pour ça que ce petit pays est aussi vert. Sur l'une des images les plus emblématiques du Monténégro, c'est l'île Sveti Stefan, une petite île médiévale qui a été reconvertie en hôtel de luxe dans les années 50 par Tito et depuis c'est resté un hôtel de grand luxe. Donc on peut la visiter si on a une chambre juste derrière moi. Voilà, j'espère que ce breton d'ailleurs vous a plu. On se retrouve le mois prochain et comme on dit ici, bravo! Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.